Les Blues Brothers, c'est une histoire d'enfance cabossée et de rédemption. Tout ça déguisé en comédie musicale pleine de courses-poursuites en bagnole qui s'écrasent les unes contre les autres. On parle tout de suite de ce film culte des années 80 de pop culture et psycho. Si vous voulez m'aider à développer mes vidéos, vous pouvez mettre un like, un partage, un commentaire, un follow. Ça m'aide beaucoup. Merci. Ce que j'adore dans la pop culture, c'est que derrière le fond, c'est la forme qui est hyper intéressante. Parce que si ça nous touche, c'est qu'il y a quand même matière à faire cogiter un peu nos neurones, c'est qu'il y a matière à éveiller nos souvenirs et puis surtout à faire vibrer nos émotions. Et ce film, Les Blues Brothers, ça raconte quelque chose de très profond sur la loyauté, sur la réparation psychique et sur la famille qu'on se choisit, que l'on se construit. Parce que oui, sous le chapeau noir et les lunettes noires, il y a des blessures d'enfance, il y a des passages à l'acte, et il y a une quête de rédemption qui est déguisée en espèce de road movie musical. Pour commencer, on va parler de Jack et Elwood, deux enfants qui viennent d'un même lieu, mais qui ne sont pas des frères biologiques. Ce sont des frères de l'orphelinat, frères de survie, puisqu'ils ont partagé la même douloureuse histoire. De savoir ça psychiquement, ça change tout, parce que ce sont des enfants qui ont eu beaucoup de difficultés rencontrées dans leur début de vie, et ils se sont construits ensemble, dans un environnement commun qui n'était pas vraiment idéal, et surtout, ils se sont construits avec l'absence de parents stables. Même si on le verra tout à l'heure, il y a eu des figures parentales. Le fait qu'ils se soient choisis et qu'ils aient décidé d'être frères, ça montre bien que c'est une fratrie élective qui vient d'un lien de nécessité. Littéralement, on imagine bien deux enfants dans leur chambre noire de l'orphelinat se disant on n'a que nous, littéralement, et toi et moi, on va y arriver, on va s'en sortir l'un grâce à l'autre. Cette solidarité de base, euh, ça crée en fait une dyade, c'est-à-dire que Jack et Elwood, ce sont deux individus qui sont indissociables l'un de l'autre. Il y a Jack qui est vraiment dans l'action, il part au quart de tour, et puis Elwood, lui, il est extrêmement calme, il est là pour contenir, il est là pour réguler. On dirait presque un système nerveux à eux deux. Il y a un côté très impulsif, un côté très adaptatif. C'est comme s'ils faisaient partie d'un même appareil psychique qui serait personnalifié dans ces deux frères qui n'en sont pas pour de vrai. Donc, du côté de Jack, puisque c'est clairement lui le personnage principal, même si ce n'est pas forcément le seul important de l'histoire, mais c'est lui qui est le plus mis en avant. L'histoire commence avec lui, il sort de prison après avoir fait un vol à main armée. Rien que ça, on peut mettre sur pause, c'est intéressant du point de vue du personnage, parce que avec ce type de délit, on n'est pas dans une violence contre quelqu'un, on est clairement dans une tentative d'exister. C'est un passage à l'acte qui vient combler un trou, qui essaye de combler un manque interne. Le personnage de Jack, il est très complexe. On voit qu'il a une estime de lui assez instable, hein, soit il est au top, soit il est plutôt tout en bas de l'échelle. On voit qu'il est très impulsif, ce qui est une réponse au manque. On voit qu'il a un rapport très compliqué à la loi et à la confiance en les autres, hein. Dès le départ, le premier échange, la première conversation qu'il a avec Elwood à sa sortie de prison, c'est pour dire qu'il a été balancé, donc quelqu'un à qui il a fait confiance l'a vendu à la police, entre guillemets. On voit qu'il a aussi une culpabilité diffuse, qu'il ne sait pas trop où déposer, il ne sait pas trop quoi en faire. Et du coup, il a développé des mécanismes de défense qui sont assez communs, l'humour, le charme, le mensonge. Tout ça, ce que je trouve assez intéressant dans la dynamique du film, c'est que très vite, après la sortie de prison, on voit qu'il a besoin de basculer dans un processus de réparation. Très clairement, il le dit, on est en mission pour le Seigneur. Autrement dit, j'ai merdé, mais je peux mieux faire de ma vie, je peux me racheter d'un point de vue spirituel. Et on voit que la mission qu'ils se sont choisie, qui est de sauver l'orphelinat qui a des problèmes financiers, l'orphelinat dans lequel il a grandi, c'est pas vraiment une mission religieuse au sens strict, même si c'était un orphelinat visiblement catholique. C'est vraiment une mission symbolique. Sauver l'orphelinat, c'est sauver l'endroit qui lui a permis de tenir debout enfant. C'est réparer le lieu du passé. Et donc, c'est peut-être se réparer un peu lui-même. Donc, on pourrait presque dire que pour Jack, sauver l'orphelinat, c'est sa thérapie comportementale.
Elwood, à côté de lui, c'est un personnage qui est assez sous-estimé parce qu'il parle très peu, euh, mais en réalité, c'est lui qui contient. Voilà. Il a un affect apparent totalement plat, beaucoup de constance, une régulation émotionnelle qui est telle qu'on se demande s'il a de l'émotion, tellement oui, plat. Je ne trouve même pas d'autres termes pour dire ça. Il n'exprime rien, il ne montre rien, il s'exprime très peu. Mais en fait, il organise le monde pour que ça tienne. C'est-à-dire que son calme, il est là pour permettre à Jack d'agir sans se dissoudre ou sans exploser. Il est vraiment le cadre mobile qui fait que Jack ne se perd pas. Et de même, Jack, c'est le pendant d'Elwood qui lui permet d'avoir une fonction. C'est vraiment un système conjoint, ces deux personnages. Je vous disais tout à l'heure qu'ils ont eu des figures d'attachement de type parental. Dans l'orphelinat, on les rencontre. Il y a d'un côté la mère supérieure, celle qu'ils appellent la pingouine, parce qu'elle a son costume de nonne noir et blanc. Et puis, il y a, alors, de mémoire, il n'y a pas de titre ou de nom qui soit donné à ce deuxième personnage qui, a priori, est lui aussi un des encadrants de l'orphelinat, qui est a priori un prêtre. Donc, on a d'un côté la pingouine, qui représente l'autorité punitive, le surmoi. Elle est froide, elle est stricte, elle est extrêmement humiliante. En gros, c'est la loi, avec un grand L, c'est la loi morale, la discipline, et tout ça sans chaleur, hein. Psychiquement, c'est quelqu'un qui a visiblement eu un impact si important, et pas dans le bon sens, sur ces deux enfants que Jack et Elwood étaient, que suite à ça, ils se méfient de l'autorité, voire ils font le contraire de ce qu'il faudrait faire si on voulait suivre les lois et les règles sociales. Et puis, on voit qu'ils essayent de montrer leurs valeurs autrement. Et c'est là que la figure paternelle entre en jeu. La deuxième figure, celle du prêtre. C'est une figure paternelle très symbolique. Euh, on voit que c'est un personnage qui a transmis l'amour de la musique, qui a transmis aussi une certaine rigueur morale, un peu de cadre, beaucoup moins que la pingouine, mais un peu de cadre quand même. On voit surtout que les deux frères, les deux Blues Brothers, ils lui ont piqué son look complètement. Les lunettes noires, le costume et le blues, l'amour de la musique. C'est pas un personnage extrêmement euh, autoritaire, mais c'est quand même une autorité structurante. C'est quelqu'un qui a donné des limites là où visiblement les enfants n'en ont pas vraiment connu, à part des limites beaucoup trop strictes au point qu'elles en étaient castratrices. Donc en gros, c'est la loi du père, mais à la sauce Blues Brothers, avec un peu de sévérité, un peu de spiritualité et beaucoup de musique. Donc psychanalytiquement parlant, on parle de figure de contenance. Il n'est pas là pour soigner ce personnage, il n'est pas là pour réparer des enfants blessés, il est là pour leur donner une direction, un cadre suffisamment cohérent et une direction à suivre. Pour résumer, on a le couple parental qui est représenté avec la pingouine, le surmoi strict et rigide, et le prêtre qui est là pour représenter un petit peu le papa aimant, si on peut caricaturer ça comme ça. On voit que ces deux personnages, ils ont eu des conséquences psychiques assez fortes sur Jack et Elwood. Et que d'un côté, on voit que la loi rigide, ça n'a jamais été leur préoccupation première, hein. Une fois grand ado ou adulte, on peut même voir qu'ils jouent à bafouer la loi le plus possible, hein, comme si à chaque fois qu'ils défiaient l'autorité régulation légale, c'est comme s'ils faisaient un petit peu un pied de nez à la mère supérieure. À côté de ça, ils ont repris le côté flamboyant du père avec le charisme, la liberté, la performance au sens scénique du terme. L'humour aussi, puisque c'est un personnage, le personnage du prêtre a un certain humour, même si on voit que Jack a son propre humour, on voit qu'il y a des couches de trauma quand même par-dessus. Et puis surtout, Elwood, lui, il a pris le côté structurant, calme, constant et loyaux de ce père de substitution. Donc la dynamique entre les deux figures parentales, elle laisse Jack Elwood orphelin affectivement, mais avec quand même deux modèles. Le modèle de la loi qui punit d'un côté et de la voix qui valorise de l'autre. Petit aparté, si la thématique de la voix vous intéresse, je vous invite à écouter ma vidéo sur La Petite Sirène,
où je développe la question. Donc, c'est là où la musique, on voit que c'est un héritage de leur père spirituel, mais elle n'est pas là juste pour faire joli et apporter du décorum au film. Euh, la musique, pour Jackie Elwood, elle apporte un rôle thérapeutique. On voit dans leur histoire que ça leur a permis de transcender les manques affectifs, que ça leur a apporté une structure, parce que jouer de la musique, c'est pas simplement extérioriser tout ce qu'on veut sur un instrument. Il faut énormément de cadres, de contenance, de capacité à se réguler et à se réguler avec les autres musiciens autour. Donc c'est quand même une structure extrêmement complexe. Et on voit que la musique, ça représente leur identité. Voilà, quelque part, ça apporte une identité stable, là où on voit que tout le reste pour eux, c'est très chaotique. Ils ont fait de la prison, ils ont beaucoup de séquelles, ils sont marginaux, ils n'ont pas de toit pour vivre. Bon, la musique, on peut dire, si on parle comme Winnicott, que c'est un objet transitionnel. C'est l'espace entre leur monde intérieur et le monde extérieur où ils peuvent se réguler. Quelque part, on voit que le monde extérieur, pour eux, c'est quand même quelque chose d'extrêmement chaotique. C'est d'ailleurs représenté visuellement dans le film, toutes ces courses-poursuites, les antagonistes extrêmement caricaturaux, extrêmement drôles. Ce n'est qu'une métaphore visuelle de toute l'instabilité qu'ils portent à l'intérieur et de leur peur du monde extérieur qui est angoissant, qui pour eux n'est pas compréhensible ou du moins pas assez logique. Donc la musique, c'est un moyen pour eux de se réguler et en même temps de vivre dans le vrai monde parce que ça leur apporte une identité, une valeur sociale. Ils ont un titre de musicien. Et la scène musicale, ça devient leur maison. Donc on peut dire de manière représentative que la musique, c'est leur vrai foyer. Bien plus que l'orphelinat, qui n'était pas vraiment un foyer chaleureux. Si on parle de la musique, bien entendu, je ne peux pas ne pas vous parler des musiciens, puisque une partie du film consiste pour Jack Elwood à aller chercher les anciens membres de leur groupe, de leur bande. Euh, et c'est là qu'on voit apparaître petit à petit un autre type de famille, la famille de cœur, la famille qui a été choisie. Donc dans l'orphelinat, Jack et Elwood se sont trouvés tous les deux, mais l'orphelinat, ça leur a pas apporté de sentiment d'appartenance, de plaisir et de possibilité pour eux d'être eux-mêmes et aimés pour ce qu'ils sont. Donc, adolescents ou jeunes adultes, à partir du moment où ils ont quitté l'orphelinat, la musique leur a permis de se créer une famille qu'ils ont choisie. D'un point de vue psychanalytique, on peut dire que le groupe musical, ça joue la fonction maternante. C'est un groupe qui soutient, qui stabilise et qui offre une reconnaissance narcissique pour parler psychanalyse. En gros, c'est très valorisant d'être membre d'un groupe et de s'élever tous ensemble. C'est une famille où on voit qu'on n'a pas besoin d'être parfait parce qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est la musique et la langue commune, le langage entre eux, c'est la musique. Et c'est aussi un groupe qui est très intéressant parce qu'on voit que chacun existe parce que les autres sont là. Voilà, s'il manque un membre dans le groupe, alors le groupe est bancal, d'où l'idée d'aller chercher absolument tous les anciens membres et de tous les convaincre de venir, parce qu'en fait, chaque musicien, il apporte un morceau manquant. La reconnaissance, la solidarité, la compétence, le plaisir, ils ont tous un petit peu un rôle caricatural et représentatif. C'est ce qui permet, je pense, à Jack et à Elwood de rester du bon côté de l'histoire. Ils ne tombent pas dans la délinquance la plus terrible. Jack replonge pas dès sa sortie de prison dans le passage à l'acte parce qu'il va aller tuer quelqu'un pour de l'argent ou autre. Et Elwood, de son côté, j'aurais tendance à penser que sans Jack et sans le groupe pour le soutenir, il s'effondrerait parce que, n'étant qu'un cadre, entre guillemets, le surmoi serait beaucoup trop lourd à porter pour lui. Le monde extérieur et toutes les règles qui s'imposent n'auraient pas suffisamment de sens. Donc si on regarde un petit peu l'histoire sous cet angle-là, avec ce point de vue analytique, tout devient assez cohérent. Alors oui, il y a des courses-poursuites un peu absurdes. En fait, c'est la représentation d'échappatoires répétés face à un monde qui est rempli de normes, qui est beaucoup trop normatif et que Jack et Elwood comprennent mal. Le fait qu'ils soient obsédés par la musique, parce que pour eux, il n'y a que la musique qui puisse sauver l'orphelinat. Pourquoi? Bon, il y avait peut-être d'autres solutions, mais c'est ça leur solution à eux.
C'est tout simplement parce que la musique, c'est leur façon de se réguler. La musique leur permet d'apaiser leur système nerveux qui est visiblement très marqué par le manque et par la peur. Le fait qu'ils soient tous les deux d'une loyauté absolue, l'un envers l'autre, envers les membres du groupe, mais aussi envers l'orphelinat, ben, c'est leur manière de répondre à leur abandon originel. Ils ont été abandonnés par leurs parents. La loyauté permet de réparer quelque part cette sensation de ne pas suffisamment valoir, puisque si on avait eu de la valeur, on n'aurait pas été abandonné. Le fait qu'ils utilisent de l'humour, qui est très présent dans le film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mécanisme de défense. Ça protège du monde extérieur très sérieux quand même. Et puis ça protège aussi du vide intersidéral de l'existence, parce que si on regarde un petit peu plus loin que la musique, leur monde est bien vide. Voilà. Il n'y a pas vraiment de... Il y a une relation amoureuse qui visiblement n'est pas épanouissante, mais voilà, il n'y a pas autre chose que le groupe et potentiellement la musique comme moyen de remplir son existence de quelque chose de joyeux ou d'optimiste. Et enfin, leur mission, c'est vraiment une quête de rédemption. Je trouve que le message est très chouette parce que ça leur montre, enfin ça nous montre qu'ils essayent de réparer euh, quelque part leur passé en essayant de sauver le lieu qui leur a permis de survivre. En gros, ce film, si je veux traduire son message de fond, du moins tel que je le perçois, c'est que ce film, il nous dit qu'on ne choisit pas d'où on vient, on ne choisit pas les épreuves que la vie nous oblige à subir. Par contre, on peut choisir comment on transforme tout ce dont on a hérité, hein, les souvenirs, les schémas automatiques, toutes les règles sociales, les règles spirituelles, les règles culturelles qu'on a intériorisées de fait. Mais comment on prend tout ça, comment on prend notre passé, notamment lorsqu'il est douloureux, pour en faire quelque chose et pas se contenter de le subir. Le personnage de Jack, il trouve la rédemption, non pas en se reniant, mais en s'engageant dans une action qui est reliée au passé. Donc là, son action, c'est sauver l'orphelinat. Et puis en acceptant aussi la famille qu'il s'est choisie et qui lui apporte de la chaleur, qui lui apporte de l'amour, au sens large du terme. Et Elwood est là et rend possible cette transformation par sa constance. Donc les Blues Brothers, c'est vraiment une fable sur la résilience. Ça parle de deux frères de cœur qui réparent leur histoire par la musique, par de la loyauté, et puis par une mission qui donne du sens à tout ça. Mission qui aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais il fallait bien quand même un support pour ce film. Donc, les Blues Brothers, c'est pas juste une comédie musicale, c'est quand même une histoire très triste à la base. C'est l'histoire de deux enfants abandonnés qui ont trouvé une manière de tenir debout grâce à une figure paternelle raide mais chaleureuse, grâce à une famille musicale qu'ils se sont choisis, grâce à un lien fraternel indescriptible, et puis surtout grâce à une mission qui donne du sens à tout ça dans leur vie. Donc c'est vraiment un film, voilà, certes qui est très drôle, avec des scènes, tout le monde les aura en mémoire. Une fois qu'on a vu le film, je pense qu'on ne peut pas ne pas réfléchir à la fameuse scène, par exemple, où la voiture des antagonistes allemands saute dans le vide et... Bon, je ne vais pas vous raconter le film. Mais en tout cas, c'est très drôle, mais c'est surtout profondément humain. C'est un film qui nous dit, et c'est pour ça qu'il nous touche, c'est parce qu'il nous dit qu'on ne choisit pas d'où on vient, on ne choisit pas ce que l'on subit dans la vie. Par contre, on peut choisir qui on devient et avec qui on choisit d'avancer. Ne partez pas parce que je vais parler maintenant des références psy. Parce que oui, c'est bien beau de vous lancer des idées et de donner mon interprétation, mais ce n'est pas une interprétation sauvage. Je me suis basée sur le travail de différents professionnels du monde des sciences sociales, du monde des sciences humaines et notamment de la psychologie. Donc si ça ne vous intéresse pas, s'il vous plaît, ne coupez pas la vidéo. Allez donc faire 2, 3, 5 minutes de cohérence cardiaque. On est censé le faire une fois par jour, donc au boulot. Revenez dans quelques minutes, la vidéo sera sur la fin. Je vais essayer de faire court, mais comme vous le savez, c'est quand même un vivier, la psychanalyse et la psychologie, c'est un vivier qui est extrêmement riche. Et analyser un film, enfin j'ai toujours du mal à résumer ça par 2 ou 3 références. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup parler de Winnicott. Là, en l'occurrence, si on parle d'enfants qui ont grandi dans un environnement insécure, on ne peut parler que
que de Winnicott et puis après de Bowlby. Pour Winnicott, tout simplement, parce que je vous ai déjà suffisamment parlé de lui dans des vidéos précédentes, il nous dirait que la musique, c'est l'espace transitionnel de Jack Elwood, le lieu entre l'interne et l'externe où ils peuvent se réguler. Il nous dirait que le groupe de musique, c'est ce qui représente un environnement contenant, qui stabilise, qui soutient et surtout qui rassure. Et puis, il nous parlerait du fait que dans l'enfance, dans leur orphelinat, Jack et Elwood ont manqué d'environnement suffisamment bon, d'images de mère suffisamment bonnes, mais aussi de père potentiellement suffisamment bon, même s'il y a cet avatar avec le prêtre qui leur a quand même apporté certaines bases. En tout cas, ce manque d'environnement suffisamment bon expliquerait leur fragilité en tant qu'adultes. Du point de vue de Bowlby, donc, qui a parlé de la théorie de l'attachement, Jack est la représentation de l'attachement anxieux, voire désorganisé. Il a beaucoup d'impulsivité, beaucoup de passage à l'acte. Elwood est l'image même de l'attachement évitant, avec une grande indépendance, mais une loyauté totale. Le fait qu'il se soit créé cette fraternité, ça a créé un attachement dyadique, en dyade, c'est-à-dire où l'un compense les manquements de l'autre. Ce n'est pas simplement un duo, c'est qu'il y a vraiment une obligation pour survivre que l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Et puis il nous parlerait de la base sécurisante que représente le groupe de musique également. Je ne m'étends pas sur Bowlby que vous connaissez déjà. Un thérapeute dont vous avez peut-être entendu parler, Sigmund Freud. Le fait que le film commence avec Jack sortant de prison parce qu'il y a eu un passage à l'acte. Bon, ben ça pour Freud, le passage à l'acte, c'est typique d'une tension interne qui n'a pas été symbolisée. Je pourrais en dire beaucoup du point de vue freudien, mais de manière générale, la pingouine, la mère supérieure, elle incarne le surmoi punitif, extrêmement rigide et humiliant, et le fait qu'ils se lancent tous les deux dans une mission pour le Seigneur, c'est ce que Freud appellerait une réparation symbolique, sauver le lieu du passé pour réparer leur histoire personnelle. Je fais un petit détour par Mélanie Klein, dont je vous ai là aussi déjà parlé, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir que il y a une dynamique de Mélanie Klein, enfin dans son travail qui est assez classique, c'est le principe de réparation. Après des pulsions destructrices, il y a le principe de réparation qui se met en route. Or là, Jack, il essaye de réparer ses fautes passées en se lançant dans une mission qui, a priori, sur le papier, récolter des fonds pour un orphelinat, c'est une très bonne mission. Les moyens, effectivement, choisis ne sont pas spécialement les bons d'un point de vue jugement social. Mais bon, le fond, en tout cas, se veut réparateur. Elle parlerait aussi du groupe comme un objet bon, puisque le groupe aide à transformer les pulsions destructrices en création musicale. Et puis je pense que ça m'a fait sourire de constater que les deux frangins, la première chose qu'ils font à la sortie de prison, c'est quand même d'aller voir la pingouine. Donc il y a quand même une ambivalence amour-haine avec cette mère supérieure extrêmement froide et voire violente. Je prends un peu plus de temps pour vous passer de Bessel van der Kolk, dont je ne vous ai pas encore parlé, et pourtant c'est un psychiatre fondateur dans tout ce qui est trauma psychique. Son livre le plus connu, un best-seller dont vous avez sans doute entendu parler si vous êtes déjà penché sur la question, c'est Le corps n'oublie rien. Pour faire très court sur ce que ce monsieur a apporté à la science, c'est qu'il nous a vraiment aidé à comprendre comment le trauma modifie le cerveau, comprendre tous les liens entre trauma et somatisation corporelle, ou du moins comprendre qu'il y a des liens, même si je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre sur le sujet. Du coup, l'importance aussi du corps dans tout ce qui est guérison psychique. On peut avoir un problème qui est lié à notre souvenir ou nos expériences émotionnelles. On est obligé de passer par le corps pour se sentir mieux. On a besoin de réguler notre système nerveux. En gros, il nous a démontré que le trauma, ça ne guérit pas qu'avec de la parole. Il faut aussi des expériences corporelles comme du yoga, du mouvement, de la respiration, de l'EMDR. Tout ça, c'est vraiment essentiel pour sortir du cercle infernal traumatique, parce qu'en fait, notre corps, il enregistre les traumas et il répète les états traumatiques encore et encore. Donc, puisque le corps répète, il faut bien passer par le corps pour arrêter ça. Donc, c'est une référence en termes de trauma développemental, trauma complexe,
et tout ce qui est résilience corporelle de manière générale. Si je vous en parle, c'est parce que Jake, il montre quand même un fonctionnement qui est marqué par des traces somatiques, c'est-à-dire on voit qu'il y a eu des traumas dans son enfance qui expliquent aujourd'hui son impulsivité, sa difficulté à se réguler tout seul. Voilà, on parle de mémoire traumatique. On voit que la musique a un rôle quand même hyper intéressant parce que la musique, c'est corporel. On ne peut pas dire que ce n'est que pour faire joli, donc il y a vraiment un process de régulation par le corps via la musique. Et puis Van der Kolk a aussi parlé de la communauté, c'est un autre mot pour dire un groupe, une communauté étant un facteur de stabilisation et de guérison pour lui à ne surtout pas négliger. Là, en l'occurrence, bah, le groupe musical joue ce rôle de communauté stabilisatrice. Une petite aparté pour vous parler bon, bah, d'un psychiatre que vous connaissez bien, psychiatre français Boris Cyrulnik, qui a beaucoup travaillé sur la résilience. Le fait que Jack et Elwood se soient choisis comme famille de substitution et qu'après, à eux deux, ils aient choisi le groupe de musiciens, tout ça, donc la famille de substitution, c'est un moyen pour eux deux de trouver une porte de résilience. Et puis, les liens sociaux comme artistiques sont aussi un tuteur de résilience. Après cette enfance, là où on voit qu'ils n'ont pas eu de figure parentale stable, on voit qu'ils se sont choisis une ou des familles de substitution pour se trouver soit des personnes tuteurs, soit des groupes tuteurs de résilience, tuteurs au sens premier du terme, hein, de la plante, ce qui aide la plante à grimper et à s'épanouir. Là, en l'occurrence, le groupe a ce rôle résilient pour chacun des deux frères indépendamment. Un psychiatre dont je pense je ne vous ai pas encore parlé non plus, c'est un psychiatre américain qui s'appelle Christopher Bolas. J'ai bien aimé son travail sur tout ce qui est objet transformateur. Et là, pour le coup, la musique est vraiment un objet transformateur puisqu'elle donne une forme, une contenance au chaos interne de chacun des Blues Brothers. Et du coup, la créativité, c'est vrai. Il y a eu une petite pause, me revoilà. Je ne sais pas où ça a coupé, donc je vais reprendre sur... je crois que je vous parlais de Bolas, le psychiatre américain. Donc, il parle d'objets transformateurs, la musique étant un moyen pour les deux frères de donner un sens, une contenance à leur chaos interne, et le fait que la créativité, selon Bolas, c'est une réponse traumatique, c'est-à-dire que suite au traumatisme de leur enfance difficile, la créativité leur permet de transformer ça et de se construire ce qu'il appelle un destin psychique. Et enfin, pour terminer, je vous donne un petit point sur Donald Meltzer, qui est un psychiatre américain qui a beaucoup travaillé sur la dynamique de groupe. Apprendre au sens premier, enfin au sens où il l'entend, c'est que nous internalisons tous des figures. C'est-à-dire que certes, on a un père, une mère, une maîtresse ou autre, on intériorise ça comme différentes figures internes. Or, ces figures internes, elles travaillent aussi en groupe interne. Le groupe musical, pour lui, ce serait sans aucun doute une externalisation du groupe interne qui est protecteur et qui est contenant. Et le lien fraternel, même si c'est un lien symbolique, puisque les deux frères ne sont pas des vrais frères par le sang, ça joue vraiment un rôle structurant dans leur identité. Je ne m'étends pas sur la question. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à Donald Meltzer. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Pop Culture et Psycho. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou même des critiques, n'hésitez pas à le faire savoir. Pareil, si vous voulez me partager ce que ça vous inspire, les commentaires sont faits pour ça. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui prennent le temps de me donner leur avis ou de leur partager leur opinion contraire. C'est super intéressant, ça permet vraiment des échanges chouettes dans les commentaires de mes différents réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si vous voulez me contacter mais rester anonyme, vous pouvez me joindre directement sur mon site cléoceron.com. J'en profite pour vous rappeler que sur mon site, il y a des outils gratuits, vous pouvez les consulter ou vous pouvez les télécharger. Et puis vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Chaque jeudi, vous recevez un peu d'inspiration dans votre boîte mail, un petit peu de soutien. Et puis chaque premier lundi du mois, je vous envoie des nouvelles de mes activités psychologiques. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.